Arc-en-ciel. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec Général François Chauvency. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour à tous. Thématique de ce jour, c'est une thématique d'importance et on a besoin de quelqu'un qui fait partie de l'armée de nous expliquer un petit peu les enjeux concernant cette offensive digitale de l'armée française. Il faut bien préciser à notre auditoire, le général François Chauvency, c'est un général de l'armée de terre, auteur, expert sur les questions de l'information, animateur du blog. J'invite beaucoup de monde à le visiter. C'est un blog très très enrichissant, défense et sécurité. Et ma première question, général François Chauvency, de quoi s'agit-il quand on parle d'offensive digitale? On constate que plusieurs firmes importantes parlent de mise à niveau ou de plateformes digitales. Oui, en fait, la question aujourd'hui est que la plateforme digitale, c'est un terme un peu générique. La question derrière, c'est qui peut nous influencer, notamment lors des élections. Et on vise nettement des États, comme la Russie en particulier, qui ont démontré depuis 3 ans environ que cet État, par exemple, était capable d'avoir une influence sur le vote des électeurs. Cela s'est vu d'une manière presque prouvée lors des élections du président Trump, mais cela a aussi été décelé lors de l'élection de 2017 en France avec le président Macron. Donc aujourd'hui, c'est déjà se protéger. Mais maintenant, le mot offensive veut bien dire attaquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la logique des pays occidentaux en général, et la France en fait partie, c'est de dire on ne va pas se laisser faire et pourquoi pas envisager d'une manière ou d'une autre des moyens de rétorsion pour bien montrer qu'il ne faut pas nous agresser. Vu l'importance et surtout l'influence d'une attaque digitale, il est temps que la France se protège, mais aussi anticipe plutôt des attaques. Et vu, comme vous l'avez bien dit, tout ce qu'on entend parler maintenant avec les élections présidentielles aux États-Unis et le débat qui existe encore au Congrès concernant la relation avec les Russes, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire à ce niveau-là. Mais l'important, c'est que la France soit protégée, mais aussi capable d'agir. L'escalade récente en matière d'armement nucléaire entre le président Trump et Poutine relance des interrogations qu'on croyait dépassées depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, notamment le traité des armes nucléaires INF, donc intermédiaire. Ce traité-là avait été signé dans les années 90 entre la Nouvelle-Russie, en quelque sorte, ou l'ancien État soviétique, et l'OTAN. Nous sommes bien dans ce cadre-là. L'objet était de limiter la production d'armes capables de toucher l'un ou l'autre des pays avec une tête nucléaire. Or, ce qui se passe depuis quelques mois, c'est qu'il apparaît du côté russe, si on revient toujours à la Russie, on revient à des armes, missiles, capables de dépasser l'autorisation de distance, en gros je crois c'est 1350 km, et la Russie bien sûr dit que non, ces missiles ne peuvent pas toucher les pays de l'OTAN, mais dans tous les cas, Trump a dit stop, ça suffit, vous nous mentez. Donc moi je me retire de ce traité. Et ce qu'on oublie de dire peut-être, notamment dans les médias français, c'est que justement les pays de l'OTAN partagent ce point de vue du président Trump. Aujourd'hui, l'OTAN est inquiète devant l'amélioration des armements de la Russie et de sa capacité à finalement menacer l'un des États de l'OTAN. Alors vous savez comme moi que si l'un seul des États de l'OTAN est menacé et agressé, c'est deux choses différentes, tous les autres États de l'OTAN doivent lui porter secours. Donc c'est une menace pour la paix. C'est une menace effectivement pour la paix, mais aussi avec tout ce qu'on a pu écouter, entendu récemment avec les sorties Twitter de M. le Président des États-Unis concernant l'OTAN. Est-ce qu'il se pose maintenant des vraies questions sur son maintien auprès de l'OTAN ou pas? Alors, il faut, je crois, bien dissocier la politique de communication du président Trump à coup de tweet
qui ne sont que quelques caractères pour exprimer une idée assez simpliste, mais qui cela fait réagir tout le monde. En revanche, il a quand même autour de lui, même s'il les élimine au fur et à mesure, un certain nombre de conseillers qui sont là quand même pour tempérer, son agressivité par tweet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, effectivement, il a annoncé qu'il pourrait éventuellement quitter l'OTAN, mais ça a été démenti lors de la dernière visite, quand même, le dernier sommet de l'OTAN à Bruxelles. Il est revenu un petit peu en arrière. En fait, ce qu'il demande, c'est un marchand. C'est un businessman. Il veut que les pays de l'OTAN fassent l'effort de défense qui est à la hauteur de leurs prétentions de sécurité. Aujourd'hui, il faut constater que les États-Unis payent en gros 65% du budget de l'OTAN pour assurer la protection de l'Europe. Et ce que dit Trump, comme ses prédécesseurs depuis 30 ans, vous, États européens qui voulez être protégés et que l'Amérique reste, il faut que vos budgets de la défense augmentent. Et ce qui est demandé jusqu'à aujourd'hui, comme ça a été fait depuis plus de 30 ans, 2% du PIB doit être consacré à la défense. Donc quelques États y arrivent, il y a 3 États aujourd'hui qui arrivent, dont au moins un État balte. La Grande-Bretagne l'approche, même si c'est un peu baissé, et la France a cela pour objectif pour 2025. Quelle sera l'attitude de l'Europe, qui est déjà fragilisée, comme vous pouvez le constater sur le plan politique, parlons politique bien entendu, et 2 États fondateurs, l'Italie et la France, dans ce contexte alarmant, et de la France, notamment en termes de coûts et de technologie, particulièrement dans cette conjoncture de crise économique, mais aussi politique. Et je pèse mes mots lorsque je dis politique. Je crois que je reviens un petit peu à ce que je disais pour notre attitude vis-à-vis du président Trump. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, en Europe, qui est fragilisée politiquement, nous assistons à l'émergence de partis populistes. Il est certain aussi que vous évoquez l'Italie, que l'Italie veut un rapprochement avec la Russie. Ça veut dire aussi qu'au niveau de l'Europe, plusieurs États disent les sanctions à l'égard de la Russie, notamment suite à l'invasion de la Crimée et de la guerre en Ukraine, il faut arrêter, car on a mis un peu la Russie à l'index. Alors si on revient effectivement au rapport franco-italien, c'est de la politique, je dirais, presque intérieure. On a un président Macron, mais là je fais de la politique, qui n'a pas grand-chose à voir avec la défense. Le président Macron se présente comme un progressiste, et il s'oppose à ceux qui seraient des populistes. Face à lui, effectivement, l'Italie a un gouvernement populiste, donc vous avez des tensions entre ces 2 États. D'ailleurs, sur certains aussi projets d'armement, comme le rachat d'un grand chantier naval à Saint-Nazaire, mais ça c'était avant d'ailleurs l'élection du président Macron. Donc aujourd'hui, il y a des tensions, mais je crois qu'on n'est pas vraiment dans la sécurité de l'Europe. On est dans des divergences entre des États qui ont des politiques différentes, avec un certain durcissement de la parole. Et puis ce que j'ai dit il y a quelques instants, vous avez quand même une émergence du populisme, et ce populisme de gauche comme de droite, qui n'est pas forcément d'ailleurs contre l'OTAN, c'était un peu la question première qu'on avait abordée, qui n'est pas contre une sécurité collective, mais qui est plus sur des aspects respect d'identité, développement économique et puis aussi souveraineté nationale, parce que finalement la défense c'est quoi? C'est assurer d'abord la sécurité de ses frontières et de sa population. Et peut-être que là, entre la France et l'Italie, et qui a des points communs, la réflexion c'est quelle frontière, quelle souveraineté au sein de l'Europe et donc quelle sécurité. D'où l'enjeu des prochaines élections européennes. Ah bah oui, mais vous remarquerez comme moi qu'on n'évoque pas du tout les questions de sécurité. On est là dans la création. Et fort heureusement. Oui, voilà. Donc on est dans. Alors il y aura peut-être une influence sur la sécurité de l'Europe, parce que si vous avez un fort parti populiste au sein du Parlement européen, même si ce n'est pas dans les attributions du Parlement européen d'exprimer des orientations sur la défense, cela peut quand même influer. Alors maintenant, jusqu'à quelle décision, je vois pas trop comment ça pourrait menacer finalement la sécurité de l'Europe. Je dis bien pas la sécurité européenne, c'est un peu différent. En revanche, il est certain, à mon avis, que si des populistes plutôt proches de la Russie, et il y en a quand même quelques-uns dans tous les pays, ces mouvements-là sont assez proches de la Russie, on peut avoir peut-être un infléchissement de la politique étrangère, entre guillemets, du Parlement européen, avec un rapprochement possible vers la Russie, peut-être une opposition à des gouvernements occidentaux
occidentaux qui diraient on maintient les sanctions contre la Russie. Voilà, on est bien dans le problème de la sécurité de l'Europe qui a deux blocs. Il y a un côté oriental, un côté occidental, et puis aujourd'hui on est en train d'essayer de redéfinir les frontières des uns ou des autres en termes notamment de sécurité, mais pas uniquement. Donc c'est sans doute ça un des enjeux possibles des prochaines élections de 2019 au Parlement européen. Si vous pouvez me corriger, Général, la Turquie, il fait partie de l'OTAN? Eh oui, malheureusement, je voudrais dire que c'est un engagement. C'est là la question. Mais je peux vous dire que quand on évoque éventuellement que la Turquie pourrait être exclue de l'OTAN vu ses prises de position, aucun autre État, et encore moins les Américains, ne le souhaitent. C'est quand même la deuxième armée conventionnelle en Europe, en l'élargissant à l'Asie mineure finalement. C'est aussi un pont entre l'Asie entre guillemets et l'Europe. On a quand même des accords de défense. Donc maintenant, effectivement, on parlait de populisme. Le président Erdogan est aussi un populiste. Sauf que par rapport à d'autres, cette fois-ci, c'est un populiste musulman, religieux, sunnite, donc avec encore une autre approche. Mais dans tous les cas, quels que soient les populistes, quand on regarde cela, ce sont des populistes qui veulent exprimer une identité de leur peuple et de venir retrouver une certaine forme de souveraineté. Voilà. Alors maintenant, la Turquie dans l'OTAN, pour l'instant, constatons quand même que l'OTAN ne donne pas beaucoup de missions à la Turquie, que dans les opérations, d'ailleurs depuis très longtemps, même en Afghanistan où il y avait les Turcs, les forces turques, ils s'engageaient pas du tout contre les islamistes. Ils étaient plutôt, on tient une zone où il n'y a pas d'ennui, on ne se bat pas. Voilà, donc oui, la Turquie est dans l'OTAN, mais est-ce que la Turquie remplit un vrai rôle sécuritaire avec tous les autres? Je ne le crois pas. C'est un État un peu attentiste qui reproche à l'Europe en général de ne pas forcément lui avoir donné tous les moyens pour réussir finalement son intégration dans l'Union européenne d'une part. Et puis dernier point, les Américains veulent que la Turquie reste dans l'Europe. Et on pourrait se demander si c'est pas pour eux un moyen d'affaiblir l'Europe. C'est quand même la Turquie, je parle de l'OTAN bien entendu, en termes de sécurité, l'OTAN est important, et si on laisse la Turquie, ça veut dire que la Turquie a son mot à dire. Donc c'est aussi un moyen de pression peut-être sur les autres États européens de l'OTAN. Général, question, la Turquie, sincèrement, ça m'interpelle sur deux choses, si vous le permettez, ce sera ma dernière question. La première, c'est que la Turquie a des relations très avancées avec la Russie, bien entendu, mais aussi avec l'Iran, et aussi avec d'autres pays. Vous ne croyez pas que la Turquie, ça peut être un catalyseur de stabilité entre les deux blocs que vous avez parlé au départ? Non, moi personnellement je ne le crois pas, parce que la Turquie quand même c'est disons-le franchement, c'est un État qui est dirigé par les frères musulmans. Les frères musulmans jusqu'à présent c'est l'islam politique. Apparemment qui existe en Europe partout, d'après ce qu'ils ont dit les premiers intervenants, surtout le premier intervenant. C'est un islam politique qui est bien infiltré partout en Europe, voire au Maghreb. Alors, c'est deux choses différentes. Quand je dis qu'ils sont au gouvernement, c'est qu'ils gouvernent. Ouais. En Europe, nous n'avons pas, à ma connaissance, de gouvernement avec des frères musulmans. Non. Je ne crois pas. Non. Donc, on est bien dans deux choses différentes. Donc, on a bien le bloc occidental, en quelque sorte, et puis un État qui est dirigé par les frères musulmans. Et si on prend bien l'idéologie des frères musulmans, c'est bien de développer un islam politique en fonction de la religion. On est bien dans une politique en fonction de la religion. Exact. Donc les alliances dont vous parlez entre le pont et entre les uns ou les autres, d'abord avec la Russie, c'est plutôt un concours de circonstances. On est sur la Syrie. On est sur la Syrie avec un accord plus ou moins sérieux sur le règlement du problème syrien, sachant que d'un côté, n'oubliez pas que la Russie soutient Assad et que de l'autre côté, la Turquie combat Assad. Comme on n'a pas pu faire tomber Assad, donc la Turquie était allé à son premier sujet qui est ne pas avoir un territoire kurde à ses frontières. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que Trump a dit il y a quelques jours à la Turquie, a demandé que la Turquie règle le problème des islamistes à Idlib, justement dans le nord de la Syrie. Vous voyez, donc il y a une répartition des tâches entre plusieurs acteurs en fonction des circonstances, ça ne veut pas dire qu'ils soient alliés. Premier point. Deuxième point, effectivement, vous dites que la Turquie peut être un pont, mais regardez bien ce qui se passe dans le Golfe aujourd'hui. La Turquie est en train de jouer le retour de l'Empire ottoman dans le Golfe arabo-persique, notamment en soutenant le Qatar, avec une base militaire au Qatar, pour protéger le Qatar contre ses voisins autres sunnites, qui sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et Bahreïn, et sinon l'Égypte. Donc vous avez une volonté quand même, une stratégie régionale de la Turquie, qui est un grand État, elle a une grande histoire,
80-90 millions d'habitants, avec des problèmes économiques, une forte armée, et puis des relations sans doute entre l'Occident et l'Orient, entre l'islam et les chrétiens. Oui, c'est vrai. Maintenant, je crois... Et membre de l'OTAN. Et membre de l'OTAN. Elle joue un peu sur tous les tableaux, sans oublier qu'elle est aussi dans d'autres alliances. Donc on est dans un État, effectivement, qui pourrait être un État charnière, mais qui a fait son choix aujourd'hui. Elle a fait son choix, pourquoi? D'ailleurs, pas forcément de sa faute. Elle a fait son choix parce qu'elle n'est pas rentrée dans l'Union économique européenne. De fait, elle était exclue de l'Europe alors qu'elle comptait y rentrer. Et n'oublions pas qu'une grande partie des Européens ne voulaient pas de la Turquie au sein de l'Europe. Pour une raison très simple. L'aspect musulman de la Turquie gênait quand même une partie des Européens. Donc je crois que tout ceci fait que la Turquie a un rôle particulier, comme elle l'a toujours eu d'ailleurs dans son histoire. C'est une puissance moyenne, régionale, qui veut réaffirmer son identité, je dirais, nationale, retrouve aussi sa fierté. C'est un peu ce que fait Erdogan, on peut ne pas être d'accord sur les moyens, mais je pense que c'est le cas. Mais maintenant, lui donner un rôle de lien ou de relation, de carrefour entre les différents continents, je ne suis pas certain que ce soit exactement ce qui va se faire, parce qu'une certaine méfiance aujourd'hui, quand même, vis-à-vis de la Turquie existe. Voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à la Turquie dans le respect de ses engagements internationaux? Général François Chevroncy, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et cet éclairage fort intéressant concernant aussi le digital aspect offensif français, mais aussi cet éclairage concernant la Turquie, parce que c'est un sujet qui, sincèrement, qui interpelle beaucoup de monde, avec son poids et avec son équilibre entre les deux blocs. Donc d'un côté... On pourrait aller un peu plus loin, si je peux me permettre de... Je vous prie. On a quand même un problème des minorités turques en Europe. Vous ne pouvez pas... moi, je suis personnellement très choqué de voir qu'un président turc vient ou veut venir en Allemagne ou en France préparer ses élections pour son pays et venir parler devant des minorités, alors qu'on est dans des États où logiquement on a une seule nation avec une seule reconnaissance d'appartenance, où on se dit quand même qu'il y a des diasporas importantes en Europe, en Allemagne, en France, qui sont quand même qui ont une double allégeance. Donc finalement le soupçon peut exister. Ça, c'est d'une manière un peu ouverte, ce qu'ils disent, quelques Turcs aussi, parce que j'ai évoqué cette question avec quelques Turcs, mais ils disent aussi il y a l'islam consulaire qui intervient, mais d'une manière indirecte. Qu'est-ce que vous en pensez côté maghrébin? L'islam, comment vous avez dit? Consulaire, c'est-à-dire l'islam qui est appuyé par l'État du pays d'origine. Ah oui, de toute façon, personnellement, moi je suis totalement contre, mais ça, ce n'est qu'un avis personnel. Moi je ne comprends pas que des États étrangers puissent diriger des religions sur l'État français. Vous voyez, ça c'est les paroles d'un général. Là, on est d'accord là. La religion est du domaine du privé et la laïcité doit être appliquée. Voilà, moi c'est clair, c'est net, et que quand en plus il y a des États derrière et qu'il y a une certaine confusion entre religion et politique, cela me dérange énormément. Et aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que il y a des intrusions, et puis on peut aller plus loin puisque vous évoquez ce sujet. Bien sûr, je vous prie, il reste encore 5 minutes. C'est bon, alors je vais en profiter. Ouais. La Turquie a quand même développé des écoles religieuses pour former des imams et les exporter en Europe. Ne l'oublions pas quand même. Donc on est bien dans l'instrumentalisation de la religion musulmane vers des États cibles qui sont en l'occurrence l'Union européenne. Et si je vous relis ça à Erdogan qui vient faire des meetings politiques ou qui n'accepte pas qu'on le dise non, vous viendrez pas chez nous faire un meeting politique, vous voyez bien qu'il y a une confusion des genres. Moi j'appelle ça de l'ingérence. Alors autant tout à l'heure j'évoquais les Russes effectivement et leurs tentatives d'ingérence, d'ailleurs qu'on peut expliquer par le fait qu'on les ait mis à l'index, il y a un retour de bâton, ils disent ça suffit, vous allez arrêter de nous mépriser. Là on a quand même une volonté un peu plus politique où il n'y a pas de minorité russe chez nous. Par contre il y a des minorités turques, et ces minorités turques peuvent voter partout. Si elles sont une citoyenneté française, elles peuvent quand même avoir une certaine sensibilité, peut-être voter, ce qui s'est fait en Allemagne, avec des députés peut-être plus d'origine turque que d'origine entre guillemets allemande. Voilà, donc moi je pense que c'est dangereux quand on a ce mélange de l'islam et de la religion de la politique, pas forcément de l'islam d'ailleurs, de la religion de la politique, et nous avons un cas très concret avec la Turquie, qui est manifestement avec une stratégie d'ingérence là où il y a des minorités turques. Donc il faut Général, je vous propose, parce que vous êtes en train de parler de quelque chose qui peut arriver ou pas. Donc on est dans un contexte un petit peu de Madame Soleil. Alors l'ingérence, elle existe. L'ingérence existe bel et bien, mais par contre, le fait qu'un jour
l'Allemagne ou bien l'État français ou autre devient un État géré d'une manière satellitaire par un État turc ou marocain ou algérien, moi je pense que c'est encore lointain. Non. Là c'est une extrapolation. Je ne suis pas allé aussi loin. Je dis simplement que le système démocratique en Europe permet quand même à des minorités d'obtenir des avantages qu'elles n'auraient pas eu autrement. Et c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Donc, on verra bien dans les prochaines élections démocratiques qui vont avoir lieu pour l'Europe. Il y a beaucoup de candidats. Et tout à l'heure, j'ai eu un candidat. C'est la première fois que j'entends parler. Sincèrement, il a un programme qui est laïque, mais aussi qui est très ouvert. Qui s'appelle M. Najib Azergui et qui est le patron de l'Union démocratique des musulmans français. Voilà. Donc ça aussi c'est un parti politique français comme d'autres aussi qui existent en Belgique. Et je pense que la diaspora commence à bouger sur le plan politique par rapport aux autres élections. C'est une excellente chose que les musulmans français puissent s'exprimer politiquement au lieu de rester isolés et font parfois proie à des extrémistes d'un côté comme d'un autre. Oui, mais on pourrait dire que vous me parlez des musulmans français. Moi, j'aurais préféré qu'on entende parler des Français de confession musulmane. Exactement. C'est tout à fait pareil. Exactement. En français, la nuance est importante, comme d'ailleurs pour les chrétiens. Je dirais simplement que quelle est la priorité, le fait qu'on soit musulman ou qu'on soit français. Et je crois que quand on est dans le débat politique, nous sommes en France, dans une nation française, chacun peut avoir ses idées religieuses en particulier, et politiques. Fort heureusement. Et que dès lors qu'on met la religion en avant pour faire de la politique, c'est là, quelle que soit la laïcité de la personne, je pense que ça devient un petit peu dangereux. Personnellement, mais ça n'engage que moi, je ne suis qu'un petit général dans un coin, simplement pour dire que soyons d'abord français et ensuite ayons une religion, ça ne me pose aucun état d'âme, mais n'oublions jamais le premier terme. On est français et on pense en politique française pour améliorer le sort des uns ou des autres au sein de la communauté française. Et c'est ça qui est important. Nous sommes une nation, j'irais, d'intégration, d'assimilation. Nous n'avons pas un seul peuple en France, et que dès lors qu'on va y mettre des signes de clivage, notamment religieux, et on le voit depuis 15-20 ans, d'ailleurs pas uniquement dans le monde musulman, aussi avec des chrétiens, des protestants, des évangélistes, il y a un problème. Donc je crois qu'il faut revenir à une laïcité raisonnable, qui fait que oui, on peut parler de religion, mais ça vient après. Soyons d'abord français pour régler nos problèmes, et Dieu sait si on en a aujourd'hui. Réglons nos problèmes d'abord, quel que soit d'ailleurs le parti. Une très belle conclusion générale que j'attendais depuis tout à l'heure. Sincèrement, je l'ai fait volontairement, et j'ai bien réussi ce que j'ai voulu faire. Je vous dis à très bientôt, général. À très bientôt. C'est la fin de l'émission Arc-en-Ciel. À bientôt. Allez, à bientôt, général. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Arc-en-Ciel. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel.